Laurence Garcia. Et 9h20 sur Sud Radio, c'est la suite de notre petit-déj de lecture avec Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs. C'est aux éditions Fayard. C'est une enquête passionnante, un peu flippante d'ailleurs aussi, très détaillée. Parfois, ouais. On va en parler avec son auteur, la journaliste Ariane Denoyel. Bonjour Ariane. Bonjour. Bonjour Ariane Denoyel et nous. Merci d'avoir accepté effectivement notre invitation ce matin sur Sud Radio pour cette enquête coup de poing véritablement sur les antidépresseurs. Pourquoi déjà, alors tout simplement, vous avez choisi ce terme de zombie? Parce qu'il est très fort quand même. Provocateur, oui. Oui, c'est un terme terrible, mais je l'assume parce que ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est ainsi que les victimes se décrivent réellement. Plusieurs victimes m'ont dit « je suis un zombie, je suis une coquille vide, je ne ressens plus rien ». Donc je me suis permis d'utiliser ce titre puisque ce sont leurs propres mots. Comment ils le considèrent justement, cet état de zombie? Pour eux, ils le constatent comme bien une conséquence des effets secondaires de ces antidépresseurs, ou alors au début ils ont du mal à se rendre compte peut-être? Je sais pas. Non, en fait, ça semble assez clair pour eux, et quel que soit, entre guillemets, le scénario. Parce que pour certains, ça s'est apparu tout de suite à la première prise, donc une déconnexion complète des sentiments, toutes sortes de sensations bizarres également, parce que ça passe par le corps. Et puis pour d'autres, c'est apparu plusieurs mois, plusieurs semaines, voire plusieurs mois après l'arrêt du traitement. Ce que la médecine a du mal à reconnaître, mais c'est la même famille de symptômes, c'est-à-dire c'est vraiment une impression d'être un mort-vivant, et à nouveau, ce sont les mots qu'ils utilisent. Absent de son propre corps, c'est ce que vous dites notamment dans votre enquête. Vous donnez, Ariane Denoyel, beaucoup la parole aux victimes, notamment ça commence avec David, un jeune homme qui a mis fin à ses jours à 23 ans, en janvier 2020. Vous-même, vous racontez que vous avez pris du Prozac quand vous étiez plus jeune. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous avez ressenti cette notion de zombification? Alors oui, j'ai pris d'ailleurs d'autres molécules malheureusement, mais j'ai pris notamment du Prozac, et effectivement j'ai ressenti, alors pas zombification parce que moi j'ai pas eu ce symptôme aussi fort, mais effectivement un sentiment de déconnexion très fort, que ça crée un genre de moi social qui était une façade qui me permettait de fonctionner socialement, de continuer mes activités, mais qu'à l'intérieur, ça allait toujours aussi mal. Donc, en fait, ça ne soignait absolument pas. Et c'est encore quelque chose que décrivent beaucoup les personnes qui prennent ces molécules. Alors, c'est ce que vous racontez, et c'est ce qui est aussi assez fort dans ce livre. Vous dites, pratiquement dans tous les cas où finalement on prescrit un antidépresseur pour un patient, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Les antidépresseurs, selon vous, ça ne soigne pas la dépression? Alors, je dois préciser que moi, je suis seulement journaliste. Bien donc sûr. je me suis effectivement beaucoup reposé d'après l'enquête que vous avez, effectivement, ouais. Voilà, et sur également les travaux de très grands professeurs, donc professeur Hillil, professeur Goethe, vraiment des sommités en la matière, que j'ai interviewé pour certains d'entre eux. Et voilà, c'est vraiment sur ces travaux-là qu'on peut dire, et aussi les travaux du professeur Irving Kirsch, donc, qui a travaillé sur le placebo, qu'en fait, effectivement, ces médicaments semblent aider au mieux une personne sur 10. Ce sont les chiffres d'Irving Kirsch. Alors, vous parlez notamment d'effet placebo. Vous racontez, c'est un médecin, je crois, qui vous raconte ça. C'est qu'en gros, il ne lit pas, donc il prescrit des antidépresseurs, mais il ne lit pas les effets secondaires à ses patients, de peur qu'il y ait un effet placebo. Ça semble quand même assez incroyable. Oui, alors je pense que c'est un peu issu d'une théorie, sans doute d'inspiration freudienne. En tout cas, effectivement, ce monsieur-là se réclame de ce courant-là. Et effectivement, quand il m'a dit ça, après j'en ai parlé aux victimes qui m'ont dit, mais enfin, comment est-ce que un médecin ose raisonner comme ça? Comment est-ce qu'il peut prendre pour moi la responsabilité que je me retrouve avec une vie sexuelle complètement ruinée, que je me retrouve alcoolique, parce que c'est aussi un effet indésirable de ces médicaments, ou que je perde complètement tout sentiment. Et de façon, jusqu'à maintenant, pour une partie de ces victimes, c'est irréversible. Les effets, Kevin Bennett décrit qu'il est impuissant depuis l'âge de 18 ans, il en a maintenant 43. Voilà, c'est irréversible. Certains aussi qui se décrivent comme des zombies n'ont pas eu de retour de leurs sentiments depuis plusieurs années, voire décennies. Alors justement, sur ces effets secondaires, est-ce qu'on peut les préciser? Quels sont ces différents effets secondaires dont vous ont fait part ces personnes qui ont accepté de témoigner, justement? Alors c'est très très vaste, et en fait dans le fond c'est pas étonnant parce que ces médicaments agissent sur la sérotonine, donc qui est un neurotransmetteur, un genre de messager chimique,
qui se trouve dans notre cerveau, mais pas seulement. En fait, qui se trouve essentiellement dans nos viscères à 80%, et puis on en a partout dans le corps. Donc, le système de la sérotonine agit à l'intérieur du corps de multiples façons. Donc, quand on agit sur la sérotonine, ça a toutes sortes de conséquences. Donc, certaines personnes se retrouvent avec des problèmes sexuels très graves que je décris, donc perte de libido totale, impuissance pour les hommes, un syndrome très, très handicapant et invalidant qui s'appelle le syndrome d'excitation génitale permanente, où en fait on est coincé en phase de pré-orgasme de façon récurrente dans la journée, donc c'est extrêmement handicapant. On peut se retrouver alcoolique aussi. C'est des personnes qui n'ont aucun antécédent d'alcoolisme sous ces médicaments peuvent ressentir des pulsions irrésistibles à boire de l'alcool alors qu'elles n'en avaient pas avant. On peut également donc avoir cette déconnexion qui est un des symptômes les plus graves. Et puis évidemment, alors je vous fais grâce de tous les symptômes digestifs, visuels aussi. Il y a des problèmes de vision trouble. Enfin, j'ai essayé d'en dresser une liste dans le livre et vous voyez, elle prend plusieurs pages cette liste. Oui, puis alors il y a tout un chapitre très intéressant aussi sur les pulsions meurtrières, comment les antidépresseurs fabriquent aussi des meurtriers de masse. Et il y a des vraies études, notamment aux États-Unis, qui disent que 9 meurtriers de masse sur 10 seraient sous psychotropes. C'est énorme. Alors, c'est une estimation du professeur David Healy, et je pense qu'il a sans doute raison. Il a de très bons arguments pour ça. Et là, moi, ce qui m'a frappé, c'est que récemment, il y a encore eu vous avez vu, une tuerie à Indianapolis, on a parlé du facteur stress, du confinement, du facteur de la disponibilité des armes. Ce sont 2 problèmes très réels que je ne nie pas, mais à aucun moment, moi, je n'ai vu aucune source qui évoquait la possibilité du médicament, d'un possible psychotrope, parce que voilà, les ISRS sont les premiers concernés, mais d'autres psychotropes peuvent avoir cet effet. Et aussi, en fait, à peu près 200 médicaments qu'on prend couramment ont des effets sur la dépression et le risque de suicide. Je fais une parenthèse parce que c'est juste pour vous dire à quel point on ne se rend pas compte des risques de ce qu'on prend. Mais pour revenir aux tueries de masse, ça, c'est extrêmement frappant qu'effectivement, en cas de suicide et en cas de meurtre, on devrait systématiquement se poser cette question. Mais quel est le lien aussi? Alors, c'est peut-être une question toute bête, mais il y a d'un côté l'état psychique de la personne et de l'autre les médicaments qu'elle prend. On est forcément sur un équilibre de savoir d'où vient finalement ce passage à l'acte. Est-ce que c'est plus l'un ou l'autre, non? La poule, quoi. Oui, mais alors, par exemple, dans le cas des suicides, on voit que la dépression comporte un risque de suicide, mais pas toutes les dépressions. En revanche, le risque de suicide des médicaments, des ISRS, donc ces antidépresseurs dont je parle. ISRS, il faut rappeler ce que c'est, ISRS. Oui, inhibiteur sélectif. Voilà. Recapture de la sérotonine. Voilà. Donc voilà, c'est une famille d'antidépresseurs. Et ces médicaments, donc, dans tous les essais cliniques, ils ont montré on a pu voir qu'ils doublaient ou triplaient le risque de suicide. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu accès à ces données, et c'est aussi un sujet dont je parle dans le livre, parce que ces données, les essais qui sont menés par l'industrie, en fait, l'industrie en fait ce qu'elle veut. Si elle ne souhaite pas communiquer les résultats, elle garde son essai sous le boisseau et personne n'en a jamais connaissance. Ou alors, autre option, elle sélectionne bien soigneusement les chiffres qu'elle veut communiquer, elle commande un bel article à une agence spécialisée de rédaction scientifique, et ensuite l'article passe dans la presse scientifique, endossé par les plus grands spécialistes qui signent. Bon, en général, quand même, ils ont jeté un œil dessus, mais ce n'est pas du tout eux qui l'ont rédigé. Donc, il y a un problème de distorsion massive de l'information scientifique, et qui fait qu'on arrive à une situation où nous sommes actuellement, nos médecins sont contraints de prendre des décisions pour nos traitements à partir de à peu près entre un tiers et la moitié des données existantes sur le médicament, le reste étant dissimulé. C'est ça. On verra tout à l'heure d'ailleurs comment forcer, pourquoi pas, l'industrie de la Big Pharma à publier ses essais pour en savoir plus, bien sûr, sur ce risque de molécules. Vous n'hésitez pas à réagir sur ce sujet au 0826 300 300. Ça s'appelle Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs. C'est appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix clé en box avec engagement 12 mois. Réseau 5G uniquement dans les communes couvertes avec terminal compatible. Le Grand Matin Sud Radio 5h-10h, Benjamin Glaise, Laurence Garcia. Et c'est la suite de notre petit déjeuner de l'actu sur Sud Radio. Bien sûr, nous sommes toujours en compagnie de la journaliste Ariane de Noyelle qui vient de publier Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs aux éditions Fayard. Et forcément, ça fait réagir beaucoup nos auditeurs au standard, au 0826 300 300. Il y a Roland qui nous appelle. Bonjour Roland. Bonjour de Roland. Bordeaux.
Hein Oui, allô? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Bonjour à tous. Là. Donc, c'est une bienvenue sur cette radio. Je réagis très fort là parce que j'avais le temps de débat bien au-delà de la problème des consommateurs de médicaments en France qui explosent depuis un an, là, en particulier les antidépresseurs et aussi les antidouleurs. Alors, je vous dis tout de suite, je n'ai aucun conflit d'intérêt avec les laboratoires, je suis retraité, j'en présente, bref. Bon, voilà, comme ça. Comme ça, c'est fait, c'est dit. Voilà, c'est important de le dire. Il se passe des choses avec Johnson & Johnson qui ne sont pas très justes, ni AstraZeneca, parce que finalement, Johnson & Johnson, c'est le meilleur vaccin qu'on ait, c'est un adénovirus avec porteur humain. Les autres, c'est bien pire. Les ARN, j'en pense pas. Bon, là, on parle plutôt des antidépresseurs. Alors, les antidépresseurs. On a compris que le vaccin, vous vouliez en parler. mais là, justement, on va profiter d'avoir Ariane de Noyelle pour parler un peu plus des antidépresseurs, si vous le voulez bien. Bon, on va faire un peu de technique. Là. Pourquoi diable les gens prennent des antidépresseurs? Et là, c'est clair, les gens sont en panique complète, ils ont peur. Alors, quand vous prenez un antidépresseur, vous ne pouvez pas, comme l'expérience des rats de Laborite, vous trouvez l'inhibition de l'action. Quand on ne peut plus fuir, ou bien attaquer, l'attaque est une très bonne défense pour pouvoir agir. Quand on n'agit plus, on est dans la résilience qu'on déplaise à Féolink, on fait de la folie, on se renferme sur soi, on s'autodétruit et on prend l'antidépresseur. Ouais. Et quelle question vous vouliez poser éventuellement à notre invité, à notre auteur là, qui a enquêté là-dessus, Ariane de Noyelle? Est-ce qu'elle a fait l'enquête sur le pourquoi les traitements précoces fonctionnent, qu'on vient de découvrir d'ailleurs il y a peu de temps? Je vous explique pourquoi. Quand vous n'avez plus peur d'un virus qui tue peur, ce qui tue c'est la peur. Vous avez la peur, vous prenez un antidépresseur. Bien. Le virus, il sera un peu comme les collabos dans le temps, il y a 80 ans, n'est-ce pas? Il y avait les envahisseurs, le virus, et il y avait les collaborateurs. C'est la bactérie qui est avec le virus. Si vous tuez la vecteur, l'image n'est pas mal. Sacrée comparaison. Alors là, on essaie de vous suivre, Roland. Oui, il y a des études randomisées qui sont sorties il y a peu de temps, là, du côté de chez vous, en PACA, là-bas, et avec des médecins qui ont prescrit l'ivermectine, l'azithromycine et l'oxytocine. Alors, on va pas faire le... Alors attendez, Roland, parce que... Alors, je peux préciser juste... Alors, en gros, on va pas refaire le débat sur les traitements, effectivement, sur le Covid, parce qu'en plus, on en parle sur Sud Radio. Il n'y a pas de souci là-dessus, on en parle. Donc, par contre, si je vous comprends bien, c'est en gros, on a peur du virus, donc si on se traite en préventif, et du coup on a moins peur. En gros, c'est ça l'idée, quoi. Voilà, l'idée est là et ça va trouver pourquoi. C'est ça. On va faire réagir Ariane de Noyelle parce que forcément, bien sûr, depuis un an avec la crise sanitaire. Voilà. Merci beaucoup, Roland. Voilà, on parle de la santé mentale des Français, forcément, et ce recours aux antidépresseurs. En plus, on est quand même champion du monde, non? La France en termes de consommation d'antidépresseurs, bien, enfin pas champion du monde, peut-être pas, mais bien avant le Covid. Sur une partie, ouais. On est dans les 10 premiers, mais en fait, les grands champions, entre guillemets, c'est plutôt l'Australie, l'Islande. Bon, les États-Unis s'en sortent pas mal, entre guillemets, encore non plus. Mais c'est un peu, on n'est pas les premiers, mais on est dans le podium des 10. Alors, dans votre enquête, il y a le mot scandale des antidépresseurs, parce que c'est ça aussi qui occupe largement votre enquête, Ariane de Noyelle, c'est l'absence de transparence sur le rapport bénéfice-risque de toutes ces molécules. C'est-à-dire que quoi, la Big Pharma, au nom du marketing du secret commercial, on ne dit rien sur la santé publique, c'est ça en fait. C'est ça, et c'est même encore plus vaste, c'est que j'essaye de décrire à quel point l'industrie a commis un genre de hold-up sur l'information scientifique et particulièrement médicale. Donc c'est l'enchaînement dont je vous parlais auparavant, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a de moins en moins de financement public pour la recherche, de plus en plus de recherche est menée par le privé. Or, donc de facto, les entreprises pharmaceutiques font les essais sur leurs propres molécules. Or, on sait, ça a été démontré de façon très claire par toutes sortes d'études indépendantes, qu'il existe ce qu'on appelle un biais de financement. Si c'est vous qui financez l'essai sur votre molécule ou si les personnes qui mènent l'essai
ont été à un moment rémunérés par vous ou vous les avez invités à un congrès, etc., il y a 4 fois plus de chances que l'essai soit positif pour votre molécule. Conflit d'intérêt. Donc c'est déjà très faussé. Ouais. Conflit d'intérêt, mais c'est bien plus. Oui, les conflits d'intérêt, c'est la partie émergée d'un énorme iceberg de désinformation médicale, mais qui, effectivement, les conflits d'intérêt, c'est hyper important. Et je pense que nous-mêmes, journalistes, on devrait avoir systématiquement le réflexe quand on interroge un scientifique, et particulièrement un médecin, un professeur sur les sujets de santé, parce que c'est notre corps, de lui demander, et vous, dans les 5 ou 10 dernières années, combien vous avez touché, de quelle entreprise, pour faire quelle recherche. Et en fait, on n'a souvent pas le temps et on ne le fait pas. C'est une des nouveautés avec cette crise sanitaire quand même. On commence à y penser et justement à mettre en avant ces potentiels conflits d'intérêts en tout cas. Oui, c'est bien. Et puis pour revenir à ce que disait votre auditeur, je suis d'accord avec lui sur le fait qu'à un moment, il avait l'air de dire ça, que la dépression et les maladies mentales en général, c'est beaucoup des résultantes de la violence sociale et politique. Et qu'effectivement, on est enfermé depuis 1 an, on perd nos libertés publiques à un rythme qui est quand même très inquiétant. C'est normal qu'on soit déprimé. Vous le dites dans cette étude, dans cette enquête, près de la moitié des études cliniques sur les médicaments menées par les firmes sont jamais publiées. Comment peut-on les forcer à publier justement ces essais ? Alors, c'est très difficile parce que les agences du médicament, les régulateurs du marché ne sont pas très motivés, on va dire. On a vu dans les affaires Mediator, Dépakine, que la régulation du marché est insuffisante. Et pareil, les liens d'intérêt empêchent ça. Donc moi, je trouve que l'idée du professeur David Healy est intéressante. Lui propose qu'on boycotte la totalité des médicaments apparus depuis 30 ans, si on n'a pas l'ensemble des données. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'il dit que notre santé en sortirait plutôt grandie, ça serait sans doute meilleur pour nous, parce que depuis 30 ans, il n'y a plus eu du tout d'innovation médicale, à part 3 exceptions, donc les trithérapies pour le sida, un médicament qui s'appelle le Glivec pour certains cancers et un médicament pour les hépatites C qui est extrêmement cher. À part ça, on pourrait boycotter l'ensemble de ce qui est apparu depuis 30 ans et on s'en porterait plutôt mieux parce qu'en fait, 70 à 80% de la recherche actuellement menée par les laboratoires porte sur ce qu'on appelle des MeToo. Les MeToo, ce sont des copies de molécules existantes et on essaie juste, entre guillemets, de gratter un petit peu pour trouver une molécule voisine, jumelle, comme ça on peut déposer un brevet. Et on change l'emballage. Mais quand vous dites on boycotte, on boycotte qui ? Boycotte nous, les patients, on n'a pas forcément les moyens d'eux, le médecin, comment on boycotte ? Alors ça, c'est à déterminer. Effectivement, il faudrait réfléchir. Est-ce que les médecins arrêtent de les prescrire et plutôt prescrivent des molécules anciennes qui ont plein d'avantages, notamment on les connaît mieux, on sait mieux. Là, on a 30 ou 40 ans de pharmacovigilance, on a une bien meilleure idée du bénéfice-risque. Même si c'est très important de souligner que notre pharmacovigilance, pas seulement en France, mais dans les pays industrialisés, elle est mauvaise. Le professeur Goetsch estime qu'elle remonte correctement à peu près un effet indésirable sur 100. Donc, quand on vous dit, quand la notice dit, dans peut-être 1 cas sur 1000 maux de tête, en fait, vous pouvez multiplier ça par 100. Donc, ça va être 1 sur 10, la réalité. Est-ce qu'on va jusqu'à dire que... parce qu'il y a des moments où, dans votre enquête, on a l'impression qu'on est à 2 doigts de l'entendre de cette façon-là, d'avoir l'idée qu'il y a beaucoup de maladies mentales qui sont en fait des maladies presque créées, quoi, en gros. Enfin, je ne sais pas si... Absolument, absolument. Alors, est-ce que vous pouvez justement vous expliquer sur ce sujet-là, parce que dans l'ouvrage, alors je sais pas, il y a des moments où vous le sous-entendez plus que vous ne le dites vraiment. Alors j'aimerais vous entendre là-dessus. Alors, donc, de plus en plus, on a biologisé les troubles mentaux. Les maladies mentales, c'est très mystérieux. À part l'épilepsie, qui est une maladie dont on connaît la physiologie, on sait que c'est une anomalie, des anomalies électriques dans le cerveau. Les autres, la plupart des maladies mentales, leur définition est très floue. Et donc, par exemple, pour la dépression, qui nous occupe principalement, on a de plus en plus élargi les critères. Et du coup, de plus en plus de gens se retrouvent dépressifs. Parce qu'en fait, il n'y a aucun moyen vraiment objectif de voir si vous êtes déprimé. On va vous poser des questions sur comment vous dormez, comment vous mangez, comment vous vous sentez, est-ce que vous pleurez, etc. Mais dans les faits, donc l'industrie a réussi à vendre l'idée que la dépression correspondait à un manque de sérotonine dans le cerveau, ce qui est absolument pas démontré. Personne n'a jamais pu démontrer ça. Toujours pas, quoi. Non. Quand on autopsie des personnes déprimées, leur cerveau, il n'y a pas moins de sérotonine que chez les autres. Donc,
aucune base là-dessus. Et du coup, c'est vrai pour énormément d'autres maladies. Donc, on crée des troubles. En fait, c'est très simple, hein, un chiffre assez frappant. Le manuel, la Bible des maladies psychiatriques, ça s'appelle le DSM. Donc, ça vient des États-Unis. C'est le manuel diagnostique et statistique donc des maladies mentales. Il est passé d'à peu près 180 maladies il y a 30 ans à maintenant plus de 500. Donc, c'est quand même. Est-ce que vous avez vraiment l'impression que 300 maladies mentales sont apparues comme ça depuis D'ailleurs, c'est marrant parce que vous parlez de la Bible justement à ce sujet, mais il y a cette idée que la psychiatrie finalement est une forme de religion et les détracteurs n'ont pas le droit au chapitre, en tout cas ne peuvent pas parler, s'exprimer là-dessus. Oui, de plus en plus. C'est une analogie que fait, je crois que c'est Marcia Angel qui dirigeait un grand journal scientifique, qui dit c'est de plus en plus, la psychiatrie a tous les atours d'une religion, avec sa Bible, avec ses grands prêtres, avec ses dogmes, cette histoire de sérotonine qui ne repose sur rien, et on nous fait croire que de plus en plus, en fait, qu'on est de plus en plus malade, que qu'un enfant sur 10 est hyperactif et a besoin de traitement. C'est devenu extrêmement dangereux pour notre santé, en fait. Ouais, pareil, on n'a jamais autant parlé aussi de bipolarité. Ça aussi, c'est quoi? C'est une invention des labos? C'est une réalité? Est-ce qu'on est derrière ce mot-là? Donc là, on parle, si vous voulez, certains spécialistes que j'ai interrogés parlent d'une bulle, c'est-à-dire que c'est une mode. Et effectivement, là, les laboratoires, alors c'est très cynique, hein, mais le professeur Illy dit, par exemple, que les ISRS, les molécules dont je parle principalement dans le livre, maintenant sont tombées dans le domaine public. Les brevets sont tombés. Donc, ils sont généricables depuis plusieurs années. Du coup, ils ne rapportent plus rien aux labos. Donc, tout le travail des labos maintenant, c'est de dire... de laisser entendre aux médecins que leurs patients, finalement, ne sont pas vraiment dépressifs. En fait, ce sont des bipolaires qui s'ignorent. Donc, comme ils ne sont pas vraiment dépressifs, ils ne répondent pas bien aux ISRS, donnez-leur d'autres médicaments qui, eux, sont encore sous brevet. Et voilà. Et on assiste à une bulle de bipolarité, alors que dans les faits, alors selon les scientifiques que j'ai consultés, à peu près une personne diagnostiquée bipolaire sur 10 est réellement bipolaire. 1 sur 10. Ouais. J'imagine que ça a dû être compliqué, non, cette enquête? Parce que vous faites référence à beaucoup de médecins, de grands chercheurs américains, mais en France, ça a dû être compliqué de recueillir la parole des professionnels de la santé. Est-ce que la parole est plus libre à ce niveau-là en France, d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit... Ça reste opaque, bulle. Ah non, alors la parole me semble pas du tout plus libre. C'est très difficile partout. En fait, les laboratoires tiennent de l'ensemble de l'information médicale, je vous l'ai dit. Ils sont très présents, ils financent 80% de la formation médicale continue et ils sont présents dès les bancs de la fac. J'ai vu d'ailleurs ces derniers jours dans le forum Indep que des étudiants en médecine commencent à se rebeller un peu et ils trouvent que c'est pas normal que le prof qui fait cours sur les statines, il ait 10 contrats avec des fabricants de statines. Ça, c'est bien. Dans les nouvelles générations, ça c'est bien. Parler, dans les jeunes générations de médecins, alors. Ouais. Eh ben oui, et j'espère que c'est le début d'un mouvement. Mais donc, il y a beaucoup de médecins à qui j'ai parlé m'ont dit vous ne me citez pas, et puis vous ne donnez aucun détail qui puisse permettre de me reconnaître, parce que ils savent très bien que ne pas, être vu comme un anti-labo entre guillemets, c'est très très mauvais pour la carrière. Vous parlez d'industrie, c'est un marché en tout cas fructueux, juteux, surtout en ce moment. Juteux, effectivement. Et vous d'ailleurs, vous développez sur la question du coût pour la sécurité sociale, parce que c'est un coût pour nous, pour l'ensemble des Français. Oui, et puis en fait, on est en train de basculer vers une médecine de la pseudo-prévention. Donc c'est pareil, je donnais l'exemple des statines qui sont très surprescrites. Mais voilà, donc en fait, on nous dit « Ah, vous êtes dans une zone de risque, vous avez une tension légèrement élevée ou un cholestérol légèrement élevé, ou alors vos os commencent à s'affiner. » Donc on invente un nom qui est l'ostéopénie, qui est le stade avant l'ostéoporose, pour pouvoir déjà vous prescrire quelque chose. Mais en fait, on prévient un risque qui est virtuel en créant d'autres risques qui sont bien réels, parce qu'à chaque médicament que vous prenez, vous courez un risque. Le médicament, c'est un pharmacone. C'est ce qu'on disait il y a quelques minutes sur les effets secondaires, effectivement. Oui, voilà, poison et remède en même temps, du grec, effectivement. Exactement. Et ça, c'est une sagesse millénaire qu'on a un petit peu perdue. L'industrie essaie de nous faire croire que les médicaments sont des potions magiques qui n'ont pas d'effets indésirables. C'est faux, c'est pas possible. Donc voilà, on arrive dans une logique de pseudo-soins qui, en fait, finit par raccourcir nos vies. On meurt d'autre chose que peut-être ce à quoi on aurait succombé si on n'avait pas pris la molécule. Et encore, le calcul, c'est très difficile de calculer le bénéfice-risque dans des cas de risque aussi virtuels que ça. Du coup, on finance du pseudo-soin, et pendant ce temps, tout un pan de la population n'a pas accès aux soins. Et l'hôpital meurt.
Ouais. Pour terminer, Ariane de Noyelle, à la fin de votre requête, en conclusion, vous posez cette question: démédicaliser nos vies ? Point d'interrogation. Franchement, est-ce vraiment possible ? Eh ben, franchement, je me pose la question comme vous. Je dois dire que les signaux sont assez négatifs et que à chaque fois que les pouvoirs publics ont essayé de prendre des mesures de correction, l'industrie a réussi à les contourner ou même à les retourner à son profit. Merci beaucoup en tout cas, Ariane de Noyelle. Ouais. Génération Zombie, enquête sur le scandale des antidépresseurs, c'est aux éditions Fayard. Merci d'avoir été avec nous, Ariane de Noyelle. Très bonne journée à vous. Voilà.